Nous sommes dans un moment crucial de démocratie alimentaire. Le macronisme est à bout de souffle. 150 millions d'euros pour l'élevage, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais oui, c'est du nivellement par le bas parce que ça les intéresse pour pouvoir faire plus de profits, plus de bénéfices. Je suis fatigué de cette légende urbaine qu'on est en train de construire médiatiquement sur Gabriel Attal, de la même manière qu'on a construit la légende urbaine sur Emmanuel Macron. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise de Goua, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif face à un contradicteur. Et aujourd'hui, elle est face à Anas Kazib, cheminot, syndicaliste Draï et porte-parole de la formation politique d'obédience trotskiste Révolution permanente. Au sommaire de cette édition, Gabriel Attal, son discours de politique générale plus à droite que moi tu meurs, son tout nouveau gouvernement déjà vieux, la nomination à venir, car au moment où nous tournons, elle n'a pas encore eu lieu, de secrétaire d'État visant à finaliser la constitution d'un gouvernement qui s'effeuille façon striptease. Abracadabra, la crise des agriculteurs est finie après le coup de sifflet, peut-être pas si final que ça, de la FNSEA notamment. Et si on faisait un petit bilan, qui a gagné, qui a perdu, qu'est-ce qu'on retient du mouvement? On va aussi évoquer les États-Unis avec le retour annoncé de Donald Trump, à qui tout semble réussir pour le moment. Salut Françoise, salut Anas. Salut Théo, salut Anas. Salut. Je disais qu'au moment où nous tournons, le lundi 5 février en milieu d'après-midi, on n'avait toujours pas la liste complète du gouvernement Attal 1 parce que, de manière assez surprenante, au moment de sa constitution, il y a 3 semaines, il n'était pas au complet et il ne l'est toujours pas. François, c'est quoi ce feuilletonnage, ce lance striptease gouvernemental, si j'ose dire? Ouais, c'est signé Emmanuel Macron, il a toujours procédé ainsi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a attendu pendant des plombes, je ne sais plus combien, quel gouvernement, j'arrive même plus à compter, entre Jean Castex. Il procède comme ça, Emmanuel Macron, et puis il y a une forme de cruauté, il fait danser les marionnettes. Je pense surtout qu'ils attendaient de connaître la décision judiciaire pour François Bayrou, puisque François Bayrou, à l'heure où nous parlons, est blanchi. Au bénéfice du doute, il est blanchi de toutes les accusations portées contre lui dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Donc, je pense que c'est une donnée très importante de la constitution du gouvernement. On peut imaginer que demain, quand cette émission sera diffusée, eh bien, François Bayrou sera un poids lourd de ce gouvernement. On peut l'imaginer. Je ne fais pas de politique fiction, mais la réalité, c'est que je pense que la décision judiciaire de Bayrou aujourd'hui a été l'une des raisons de l'attente. Pourquoi? Parce que on sait très bien que François Bayrou est ivre de rage depuis la nomination de Gabriel Attal et qu'il le fait savoir à Emmanuel Macron, qu'il ne décolère pas, que les alliés ne décolèrent pas. Alors déjà, Emmanuel Macron, sur le papier et dans les faits, c'est plus qu'une majorité, comment dirais-je, relative. Mais là, si le MoDem le lâche à l'Assemblée nationale, c'est terminé. On peut passer toutes les motions de censure, la gauche, la droite, on passera toutes les motions de censure parce qu'il ne peut pas gouverner sans François Bayrou. On ne peut pas faire n'importe quoi, même si on pense qu'on peut faire n'importe quoi. Quand on s'appelle Emmanuel Macron, je parlais avec Anas tout à l'heure et avec les copains ici, je disais, je suis sidéré du comportement totalement infantile, puéril et arrogant qui se perpétue d'Elisabeth Borne. Le seul qui a échappé à ça, c'était Jean Castex. De mépris, en réalité, vous avez l'opposition qui parle, vous avez le Premier ministre ostensiblement qui regarde son portable, qui rigole avec les images. C'est un comportement totalement infantile, en réalité, parfaitement, c'est une scénographie parfaitement réfléchie, mais infantile quand même. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'a rien d'étonnant. Et puis, Emmanuel Macron aime faire danser les marionnettes. Et puis, je pense aussi qu'il a un problème de rééquilibrage de majorité. Et puis, il a un problème de banc. Nous, on adore le foot tous les trois autour de cette table. Excusez-moi, mais c'est très bien d'avoir une équipe A solide. Mais quand vous avez un banc aussi faiblard que ça, qu'est-ce que vous faites rentrer puisqu'on a considéré que le grand effet waouh, c'était Gabriel Attal. Bon, cet effet waouh, il est déjà passé. Hein. Et Rachida Dati, un peu.
Rachida Dati oui, Rachida Dati qui commence d'ailleurs à prendre toute la lumière, mais tout ça, c'est les petites bisbilles qui nous importent pas vraiment. La question, c'est où va la France? Voilà, à droite toute, c'est tout. Comment dirais-je, il n'y a rien à attendre de si ce n'est qu'il y a des ministères très importants en souffrance, je pense au logement, mais quand vous voyez, Anas me contredira pas, quand vous voyez comment il détruit en direct dans son discours de politique générale la loi SRU, Gabriel Attal, quand vous voyez comment ce gouvernement détruit l'écologie et se rachète la paix sociale avec les agriculteurs sur le dos de l'écologie. On va parler quand de vous ces voyez thématiques, l'ensemble, on va faire cracher on va faire cracher les chômeurs, on va faire cracher avec la nouvelle réforme, on va faire cracher les gens du RSA. Qu'est-ce que vous voulez attendre même, si vous voulez, de ce complément de gouvernement? Rien. En réalité, sujet, Anas, on s'en fout, en fait. Les nouvelles têtes qui vont arriver, arriveront-elles pas? On imagine qu'il y a plein d'intrigues pour se placer, puisque c'est un gouvernement qui est en train d'être constitué genre en un mois. Moi, je pense que le problème, c'est que le macronisme est à bout de souffle depuis quelques temps maintenant, que pour moi, la véritable chose à voir, c'est qu'il n'a pas de profondeur de banc depuis très longtemps, en fait, notamment depuis l'époque Hulot, Nyssen, etc., Laura Flessel et autres, parce que c'était ça à la base. À la base, le macronisme, c'était soi-disant une politique du nouveau monde qui devait en finir avec l'ancien, qui devait incarner les gens de la société civile, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment très peu de personnalités. Qu'on prend les vieux copains qui étaient dans les secrétariats de l'Élysée, qui étaient en tel cabinet, etc. Au final, on joue aux chaises musicales. Moi, j'avais dit ici sur le plateau que je considère que le macronisme, c'était un peu comme la Ligue 2 du football. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une époque où il y avait un bipartisme qui était très, très solide, très ancré, que ce soit à droite ou à gauche, il y avait des personnalités. Au PS, on parlait des éléphants, etc., en parlant de Aubry, de DSK, de Ségolène et tous les autres, Hollande et autres. C'était quand même, il y avait des personnalités d'une génération même Mélenchon, hein, voilà, qui étaient ensemble depuis 30 ou 40 ans. À droite, c'était la même chose. Et qu'aujourd'hui, le macronisme, il est dans cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'au niveau de son gouvernement, mais même pour tout ce qui est incarnation des élections, je veux dire, quand on regarde par exemple les régionales auparavant, où il a été dans l'obligation de mettre des ministres de haut rang et qui au final ont tous été battus, lorsqu'on voit au municipal, etc., la faiblesse d'ancrage local qu'il essaye d'avoir. Donc moi je pense que c'est surtout, je partage pas le fait qu'il fasse danser les marionnettes, je pense qu'il est en difficulté, je pense qu'il n'arrive pas à trouver des personnalités qui correspondraient à sa politique à lui, mais je pense que ça s'incarne le mieux dans ces super ministères, entre guillemets, où en fait ça montre toute la faiblesse, c'est-à-dire vous avez tellement peu de monde que vous faites des ministères totalement incompréhensibles. Éducation, sport, etc. On a vu par exemple sur France Télé, lorsque il y a une journaliste qui interroge l'actuelle ministre de l'Éducation, Oudéa Castéra, en lui demandant qu'est-ce qu'elle fera le 4 septembre, où ça faisait référence en même temps de la rentrée, mais en même temps des Jeux paralympiques, où elle était un peu gênée, parce que ça montre en fait comment on peut une compétition qui est dans 6 mois, avec une telle pression, un tel retard, des telles difficultés quotidiennes, et en même temps des difficultés aujourd'hui pour le service public qui est l'éducation nationale, des professeurs qui manquent, le manque de moyens, etc. Enfin, je veux dire, déjà, l'éducation nationale, être ministre de l'Éducation nationale, c'est déjà en réalité un ministère ultra à plein temps. Alors en plus, avec une compétition aussi importante qu'elle doit gérer, enfin, ça montre à quel point il y a une faiblesse de captation de personnalité. Après, à voir si est-ce que Emmanuel Macron va réussir, comme vous l'avez dit, avec Bayrou ou avec peut-être d'autres prises de guerre de la droite, d'essayer de renforcer son gouvernement. Et la dernière chose, c'est que Rachida Dati, on a vu très vite pourquoi elle avait accepté d'être au ministère de la Culture. Enfin, 3-4 jours après, elle a annoncé qu'elle se lançait à la mairie de Paris. Et enfin, ça se voit, au final, elle vient pour 1 an, quoi. Elle a expliqué déjà d'office qu'elle sera le moment où elle est dans la course pour la municipale de... Et du coup, ça démonétise justement la prise de guerre, parce que finalement... Oui, en même temps, c'est dans un ministère pas très emmerdant, c'est-à-dire que c'est pas un ministère... bon, la culture, c'est important, mais je veux dire, c'est pas un ministère régalien ou autre, ou avec une grande
grande responsabilité qui fait que Rachida Dati, vous allez la voir sur scène, au devant de la scène en permanence. Donc c'est en même temps de lui donner un ministère qui soit pas une grosse charge de travail non plus pour elle, valorisant, c'est très valorisant. Voilà, qui peut l'handicaper aussi, parce que enfin je veux dire, si c'est pas la même chose si vous prenez des mesures dans d'autres ministères type transport, éducation, etc., que vous avez la rue face à vous et que vous payez de ça pour les municipales, à l'image de, je m'arrête là-dessus, excuse-moi, Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, on voit bien que les municipales aussi, ça a été handicapant de sortir d'un ministère comme celui de la santé, le Covid, etc. Et elle a payé aussi ça, je veux dire. Donc, je pense que Rachida Dati, c'était de combiner en même temps le fait de l'avoir, de prise de guerre, mais en même temps, pour elle, elle est très intelligente, c'est de se dire, bon voilà, comme ça au moins j'ai En Marche avec moi, et peut-être que la droite n'osera pas mettre quelqu'un face à moi. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur Rachida Dati, parce que je pense qu'elle a une mission, et elle l'a annoncé hier, elle a annoncé la couleur, et je pense que c'est très risqué pour elle, et que de toute manière, évidemment que Emmanuel Macron a promis l'étiquette En Marche absolument à tout le monde, il l'a promise à Gabriel Attal, parce qu'à un moment donné, il faudra bien sortir de Matignon, et si tu sors de Matignon, à part être candidat à la présidentielle, si tu n'es pas en situation, et ben Paris, ça reste un poste extraordinaire. Il l'a promise à Clément Beaune quand il l'a mis dehors, parce que c'est un des rares à avoir vraiment protesté contre la loi immigration. Il l'a promise à l'investiture à Sylvain Maillard, le président du groupe. Donc il l'a promise à tout le monde. Non, mais je pense qu'elle a un cahier des charges vachement rude. Rachida Dati, quand vous lisez entre les lignes, son discours aux personnalités de la culture, c'est je vais fusionner le service public, parce que c'est ça la réalité. Ah oui, quand elle, je pense que c'est-à-dire, je vais... en fait, il faut que... Rachida Dati, elle est là pour mettre le service public au pas, clairement. Et l'audiovisuel. Mais l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Inter, France Télévisions. On a bien entendu le petit discours qui consiste à dire toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer dans les services publics. En gros, ce repère de gauchistes, eh bien, je vais en faire mon affaire. C'est ça qu'il faut lire en sous-titre. D'ailleurs... Bolloré Girl, peut-être. Non, mais moi, parce qu'en fait, il paraît qu'elle a des liens forts avec Vincent Bolloré via Nicolas Sarkozy. Non, mais qu'elle fasse ce qu'elle veut, c'est pas le souci. Mais je veux dire, elle va pas gagner cette bataille-là. Il y a le Rachida Dati, chiquissime, qui va faire les festivals, etc. Tout le monde va se l'accrocher pour faire des selfies à Cannes, etc. Et puis il y a la femme de droite. Il faut jamais oublier qui est Rachida Dati. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'adore son parcours. Je trouve que c'est la méritocratie, etc. Mais je n'oublie jamais qui est Rachida Dati. Et à un moment donné, Rachida Dati, c'est une femme de droite dure, c'est une sarkozyste, et la réalité, c'est que sa mission, c'est aussi de mettre le service public au pas. Pourquoi ? Pour les présidentielles de 2027. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je viens de ce service public, je suis une enfant de France Inter, je peux vous dire que avant de mettre le service public au pas, il en faut. Hein. Mais je veux dire par là, cette accusation... Pierre après Pierre, tu sais... Non, mais cette accusation permanente sur tous les médias Bolloré, de la gauchisation, de France Inter, etc. Tout ça, ça fait son travail. Tout ça, c'est tonnerre. Et deuxième point, et ça, je pense qu'Anas, parce qu'il a pas développé, mais je suis sûr que vous serez peut-être, j'espère, d'accord avec moi. Moi, je suis effrayé dans ce que j'ai entendu dans le discours de Gabriel Attal, même pas en termes d'idéologie, en termes de désormais fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas, c'est un désaccord que j'ai avec Anas. Je pense qu'il fait des super ministères, Emmanuel Macron, parce qu'il veut plus faire emmerder par une kyrielle de ministres. Ça, c'est le premier point. Et que quand ça remonte en silo, ça remonte à lui directement d'une personne et pas de 4 ou 5. Ça, je pense que c'est le premier point. Pourquoi ? Parce que la nouvelle mode va être le gouvernement la gouvernance par réglementation. Je ne sais pas si vous avez entendu sur l'AME. L'AME, on va faire ça, on va changer l'AME par réglementation. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal dans son discours de politique générale. La loi SRU, mon oreille a tilté. La loi SRU, déjà, elle n'est pas respectée par beaucoup de maires, notamment de villes assez riches. Si vous noyez les 25% d'obligations avec des logements moyens, etc., mais réglementation. Je dis attention à ce qui est en train. Non, mais c'est très grave. On en parle. Théo, moi, je vous mets en garde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je veux pas me faire emmerder par les corps intermédiaires. Anas en sait quelque chose. Je veux pas être emmerdé par trop de ministres et je veux pas être emmerdé par des débats sans fin au Parlement. Je passe le maximum de choses
par la réglementation qui est l'apanage du Premier ministre. Attention à ce qui nous arrive. Moi, je pense qu'on va avoir un affaiblissement encore plus puissant du Parlement parce qu'il y a à part le débat sur la fin de vie qui ne peut pas ne pas passer, mais vous allez voir, l'AME, c'est un vrai sujet. Il fallait se battre sur l'AME. Il fallait discuter sur l'AME. Ça sera changé par réglementation. Et ça, c'est très grave. Revenons, si vous le voulez, justement sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. Un discours considéré par beaucoup d'observateurs, on l'a dit, comme à droite, mais très, très, très à droite. Écoutons un extrait qui est déjà entré dans les annales, où il parle des travaux d'intérêt éducatif, sorte de réponse aux émeutes consécutives au meurtre du jeune Naël à Nanterre, meurtre commis par un policier, on le rappelle. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peine de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Cela fera partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Anas, Françoise, à quoi ressemble selon vous l'atalisme naissant? Françoise a déjà commencé à répondre en parlant du fait qu'Attal est en mission pour finalement vider le Parlement de sa substance et gouverner par loi. Par décret, pardon, j'ai dit par loi. Oui, par réglementaire, par la réglementation. Et par des règlements. Anas, quel est le visage de l'atalisme que toi tu retiens? Moi, ce que j'en vois, c'est qu'il y a une continuité en fait dans le discours autoritaire, c'est-à-dire dans ce qu'il a été au moment les quelques mois qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation, c'est-à-dire qu'il y a un discours très à droite et répressif autour notamment de l'éducation nationale. C'est autour de ça que ça s'incarne. La réalité, c'est qu'on voit dans son discours de politique générale, c'est très très faible. Il y a rien en fait sur les éléments centraux de la préoccupation de la population française, c'est-à-dire tout ce qui a à faire à la question des salaires, de l'inflation, de l'économie, de l'énergie, etc. Ou du climat encore. Enfin, on pourra même parler après de la situation avec la fin de crise des agriculteurs, mais on voit à quel point en fait le cap est très particulier. Le seul cap dont ils essaient de se doter, c'est de mettre au pas la jeunesse et une partie de la société. Et que je pense qu'il faut voir qu'il y a cette volonté-là d'essayer d'imposer encore plus d'autoritarisme, plus de répression, plus de contrôle, etc. dans la politique. Pour l'instant, pour moi, c'est ce que peut-être signifierait l'atalisme. Moi, la réalité, pour moi, c'est que il y a une crise du bonapartisme faible qu'incarne Emmanuel Macron depuis le départ, que dans des moments de crise aiguë, de tension, que ça soit géopolitique, que ça soit les crises qu'on a connues sanitaires, économiques ou autres, il y a également ce type de tournant bonapartiste, autoritaire qui commence à se voir, et qu'à la base, si on prenait le macronisme il y a 5 ou 6 ans en arrière, on a vu l'évolution, mais cette évolution, elle ne s'est pas faite du fait qu'à un moment donné, ils ont bu un café le matin, ils se sont dit « Ah tiens, et si on commençait à réprimer, etc. » C'est une réponse systématiquement aux crises qu'ils ont vécues. Je veux dire, si vous vous souvenez, par exemple, à l'époque, la loi sécurité globale, c'était une réponse au mouvement des Gilets jaunes, parce que c'était un mouvement qui est apparu grâce aux réseaux sociaux avec une capacité d'image importante. Je veux dire, même vous, le média, ou nous, notre média Révolution Permanente, on était en première ligne au moment de la loi sécurité globale, parce qu'on comprenait que c'était pas BFM TV ou le JT de TF1 qui étaient attaqués, mais que c'était les médias indépendants, c'était toutes ces images-là. Donc à chaque la loi séparatisme, c'était une réponse à la marche contre l'islamophobie, etc. C'est-à-dire, et aujourd'hui, on le voit bien que dans son discours, à quel point le gouvernement a été aussi marqué au fer rouge par la crise et la révolte des quartiers populaires, et qu'en fait, ils essayent de voir, que ça soit par la abaya, que ça soit par-ci ou par ça, ils essayent systématiquement d'essayer de petit à petit de grappiller du terrain autoritaire, répressif et autres, de comment mettre de plus en plus au pas la jeunesse, et que ça, c'est inquiétant. Après, la réalité, c'est que pour moi, par rapport à ce que dit François sur les aspects démocratiques, je pense qu'on peut toujours aller chercher de l'antidémocratisme. Il y a encore un puits, il y a de quoi creuser. Non, c'est vrai, mais je veux dire que quand on a connu déjà 23-49-3 en un an, qu'on voit que malgré les sondages, les 94% de personnes qui étaient opposées, on voit bien que... Là, Anas, tu fais
fais même plus semblant. Si oui, si tu génères... pour moi, ils ont jamais fait même semblant. Ils régulent. Ça fait un certain temps qu'ils font plus trop semblant. Ils font parce que certains diront que regardez quand même Gabriel Attal avec toute l'imagerie, le discours sur les bottes de foin, etc. Machin au milieu de la ferme. Mais il y en a chez qui parfois ça peut tomber. C'est-à-dire que les gens ils disent regardez quand même, il est au milieu de l'autoroute, il vient discuter. Borne, elle n'était pas venue sur les piquets de grève. C'est-à-dire que en fait, en fonction des événements, ils régulent leur attitude, et que je pense que d'une part, il y a aussi cette volonté de réprimer, mais il y a aussi le fait de voir qu'ils sont dans une situation de basculement, et à l'image, on va en parler bien sûr après des agriculteurs, mais que s'ils avaient réprimé sévèrement le mouvement agricole au départ, leur crainte c'était une contagion et une explosion sociale dans le pays. Aujourd'hui, c'est les profs qui les inquiètent profondément. Justement, la première grosse crise du gouvernement Attal 1 a déjà eu lieu et manifestement a été bien maîtrisée par l'exécutif. C'est en tout cas ce que l'exécutif voudrait que l'on retienne avec le retour à la ferme décrété par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé, à condition que très rapidement une note soit mise à disposition de nos réseaux sur le terrain pour avoir un écrit de tout ce qui a été dit, pour que ça soit clair, que ça puisse être digéré, nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action, et donc nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Cette nouvelle forme, c'est de dire que dès lundi, on va se mettre au travail dans les préfectures, dans les ministères, pour aller travailler tous les points qui ont été annoncés, pour aller voir comment on les met en application. Alors, abracadabra, la crise agricole est finie, Françoise ? Non, il n'y a rien qui est fini. Et puis, franchement, voir cette crise agricole réglée sur le dos de l'écologie, ça me fait très mal. On l'avait parié. Vous vous souvenez que mardi dernier, avec Paul, nous fichions notre billet que ça se terminerait comme ça. Je ne pensais pas, quand même moi, qu'ils iraient jusqu'à la suspension du plan Écophyto. Là, si vous voulez, on touche le summum du cynisme. C'est-à-dire que vraiment les pesticides, la pause dans l'utilisation des pesticides, c'est un drame d'abord pour les agriculteurs qui sont les premiers à les utiliser et qui s'empoisonnent. C'est un drame pour nous. Je ne sais pas si vous voyez, la semaine dernière, des contrôles qui se sont multipliés. On a trouvé 60% des légumes d'un supermarché Leclerc avec des traces de pesticides. Est-ce que vous vous rendez compte, je dis Leclerc, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, est-ce que vous réalisez pour la santé humaine, pour au-delà du petit bout de la lorgnette du conflit social, parce qu'on veut surtout pas, parce que pourquoi est-ce qu'on en arrive là? D'abord, la FNSEA, la coordination, la co-gestion habituelle avec le gouvernement. Bon, voilà, on connaît la chanson. Tout était scénarisé. Les annonces de la dernière chance de Gabriel Attal, Emmanuel Macron qui intervient à l'Europe. Nous savons tous très bien que le Mercosur, de toute façon, il est sorti par la porte. Il reviendra par la fenêtre. Nous le savons parfaitement. Quand vous voulez arrêter une négociation, vous dites j'arrête cette négociation. Nous savons tous comment fonctionnent les traités. Il ne l'a pas fait. Je repousse, je suspends, etc. En gros, on laisse passer les élections européennes et puis advienne que pourra, vaille que vaille. Mais plutôt que de déranger véritablement les géants de la distribution, plutôt que de déranger véritablement les géants de l'agroalimentaire, j'emploie à dessein le mot de géant, plutôt que de déranger les géants de l'agrochimie, parce que ne nous trompons pas, il faudrait quasiment presque avoir deux ministères, c'est-à-dire un ministère vraiment de l'agriculture et puis passer dans l'industrie, l'agrochimie. Qui a gagné? C'est l'agrochimie qui a gagné, c'est les grands groupes qui produisent des biocarburants qui ont gagné, c'est les grands céréaliers. Mon petit éleveur chez moi de Port-Noir de Bigorre, chez moi dans les Hautes-Pyrénées à Lourdes, vous croyez qu'il a gagné quelque chose? Vous croyez que le type qui fait de l'élevage à Clermont-Ferrand, il a gagné quelque chose? 150 millions d'euros pour l'élevage, c'est une goutte d'eau dans la mer. Vous croyez que quelque chose a été changé? En réalité, non. On sait tous qu'on doit s'attaquer à ce modèle. On sait tous qu'à un moment donné, il est impossible que 20% des agriculteurs de ce pays touchent 80% des subventions de la PAC. Nous le savons tous. Et quand je vois Bardella aller faire son cinéma avec des agriculteurs, bien sûr qu'il n'a pas voté les traités, mais il a voté la PAC. Par exemple, cette PAC complètement injuste, mal distribuée, l'exercice 2021-2027, il l'a voté comme un seul homme. La gauche ne l'a pas voté dans son ensemble. LFI, le PS, les Verts, nous avons tous refusé au Parlement européen de voter cette PAC tellement elle était injuste. Mais la droite l'a voté. Comment ça? Vous comprenez bien que tout ça, c'est du cinéma.
tout ça, c'est sur le dos de l'écologie. Tout ça, c'est pour aller encore sur les théories du Rassemblement national, parce que Anas, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la faiblesse du banc et sur. Mais l'obsession d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est les européennes. Ok, qui va mettre à la tête de liste? On n'en sait absolument rien. Julien de Normandie, a priori, ne veut pas. Bon, et puis Julien de Normandie, bon, comme s'il pouvait renverser la table, Julien de Normandie. Bon, sauf le respect que j'ai pour lui, je vois pas en quoi Julien de Normandie peut être un fighter digne de ce nom. Face à Bardella, voilà. Mais son obsession, c'est ça. Il faut bien comprendre que Emmanuel Macron ne pourra pas continuer le quinquennat comme si de rien n'était s'il termine le 9 juin avec 10 à 12 points de retard sur l'Assemblée nationale. C'est tout simplement impossible. Bien sûr qu'il continuera parce que les institutions lui permettront de continuer, mais on voit au-devant. Donc, on a réglé le problème agricole en surface, sur le dos de l'écologie, sur le dos des petits agriculteurs, etc., et des moyens agriculteurs d'ailleurs, plutôt sur le dos de l'élevage, au profit de l'agrobusiness, sans vraiment jamais déranger les géants de la distribution. Je le redis, 200 milliards d'euros de chiffres pour la grande distribution, 200 milliards d'euros pour l'industrie alimentaire, 70 milliards d'euros pour l'agriculture de chiffre d'affaires, dont la moitié par les grands groupes agrochimiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous ne voulons pas, ils n'ont pas voulu déranger le système, ils ont fait un accompagnement sur le dos de l'écologie. Moi, je vous dis, c'est très grave. C'est très grave, vraiment, c'est grave pour nous tous, les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Victoire du prestidigitateur Emmanuel Macron. Quelle catastrophe, surtout pour les petits paysans, quoi, parce que la réalité, c'est celle-là, c'est que ceux qui sont à l'origine de cette colère, parce que c'est ça ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu au départ, c'est les gens qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à sortir de salaire, qui font des heures sans discontinuité, qui se reposent peu, qui n'ont pas de congés, qui n'ont pas pu prendre de vacances depuis des années et des années. Donc c'est une crise de la précarité qui s'est exprimée. Et que, en fait, quelle catastrophe, parce que ça a été totalement détourné, récupéré, et que c'est grâce à une trahison des organisations syndicales que ce mouvement-là, il a pris fin. Parce que oui, comme l'a dit Françoise, à aucun moment on a cherché à pointer les vrais responsables. À aucun moment on a cherché ne serait-ce que même la plus petite jonction, c'est-à-dire d'essayer d'envoyer au moins quelques messages aussi aux classes populaires. Les seules fois où on a été cité, ça a été en tant que consommateur, c'est-à-dire en nous expliquant qu'on était des consommateurs qui mangions de la merde et qu'à un moment donné, fallait aussi accepter de payer un peu plus, etc. Par contre, la famille Mullier qui détient Auchan, elle c'était pas ça le problème. Le problème, c'était juste d'essayer de mettre un peu plus d'égalité, alors qu'on sait que les centrales d'achat, la plupart du temps, elles sont à l'extérieur de la France, elles sont dans d'autres pays européens dans lesquels, justement, la loi Egalim ne s'applique même pas déjà pour eux. Mais même ça, ils le pointent pas. La question du GNR, c'est pareil. C'est notamment des personnalités comme le responsable de la FNSEA qui sont aussi derrière ça parce qu'ils produisent du biocarburant et que, enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, hier, j'ai recommencé à relire un livre, c'est le centenaire de la mort de Lénine et c'est un livre magnifique, c'est l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et j'invite vraiment les petits paysans, ceux qui sont en galère, à lire ce livre-là parce que c'est incroyable, en fait, comment on comprend le rôle des cartels. Il parle, Lénine, dans ce livre-là, du rôle des cartels et des monopoles, en fait, de comment ils arrivent à se mettre d'accord pour essayer, même en baissant les coûts, quitte à pendant plusieurs mois ne rien gagner pour pouvoir écraser justement toute la concurrence. Et on voit aujourd'hui par les chiffres comment, en fait, le petit paysan français, en fait, il a disparu au profit des grands groupes de l'agrobusiness. Il y avait plus d'1,5 million de fermes il y a à peu près une quarantaine d'années. Aujourd'hui, on est à peu près à 400 000. Le nombre de grosses fermes ont augmenté alors que les petites fermes ont diminué. Et que toutes les mesures, je veux dire, qu'a porté la FNSEA, les jeunes agriculteurs, etc., elles ne sont qu'à destination de ces grands groupes-là. Et moi, je rappelle une fois de plus que c'est pas les Marocains qui font du mal à l'agriculteur français, d'accord? Parce que quand on regarde les top exportations agroalimentaires mondiales, c'est les grands pays occidentaux, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est la France. La France, c'est 80 milliards d'exportations. Et moi, je veux savoir, celui qui a envie de se mettre au niveau de toutes les frontières pour empêcher les produits du Maroc, de ceci ou de cela,
faut accepter le jeu. Partons de ce principe-là. Sur le discours protectionniste, souverainiste de l'extrême droite, du Rassemblement national et autres. Bah, si on fait ça ici en France, protectionniste n'est pas le discours voilà, si on fait ça, le protectionnisme, c'est on va dégager des rayons tous les produits qui viennent de l'extérieur pour faire que français. C'est-à-dire qu'en France, je veux être le roi, mais en même temps, je veux quand même vendre mon fromage et mon blé, etc. Non, il peut avoir un protectionnisme solidaire, une mais manière non, mais ça n'existe pas. Ça c'est du cinéma. Quand 50% de ta production de blé, elle est à destination de l'exportation, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si demain tu arrêtes, mais le petit agriculteur, il n'exporte rien. Mais non, mais parce qu'à un moment donné, les autres, ils vont te dire, bah moi aussi, alors du coup, je vais produire mon propre blé, je vais produire ma viande, je vais produire ceci, cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agro-business français aussi a fait le choix de certaines filières, de les laisser tomber au profit d'autres, de développement pareil. Par exemple, sur la viticulture, ils ont priorisé le développement on va dire des champs les plus raffinés, avec les meilleurs produits, le haut de gamme, etc. Sûr. Ils ont fait des choix justement par profit et non pas par nécessité. Et c'est là où on doit se poser la question, où moi je me pose aussi la question en tant que marxiste, en tant qu'ouvrier aussi, c'est comment en réalité on repense aux côtés de ces petits paysans qui galèrent et qui sont à l'origine de la crise, un modèle social dans lequel en fait on produit plus pour les profits des groupes Avril, de Auchan, de Carrefour et d'autres, mais comment on produit au service de la population, et qu'on pourrait repenser ça et de voir qu'au final les mesures elles vont faire mal, non pas uniquement à nous, parce que ils ont critiqué les pesticides de l'Espagne, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont critiqué le fait qu'il n'y ait pas de normes ailleurs, au final pour réclamer moins de normes ici, plutôt que d'essayer de dire que ça serait bien qu'il y ait plus d'attention. Le nivellement par le bas. Mais oui, c'est du nivellement par le bas parce que ça les intéresse pour pouvoir faire plus de profits, plus de bénéfices. Et moi je le dis et je le répète, je pense que les paysans et les petits paysans, ils devraient essayer de tirer les bilans de cette séquence-là. Je pense que ce n'est pas fini. Je pense que la crise agricole ne s'est pas terminée. J'entends aussi qu'il y a de la fatigue parce qu'on a vu beaucoup ces reportages-là, les gens qui ont dit franchement, j'ai dû demander à mes gamins de gérer la ferme pendant 10 jours. J'entends cette difficulté. Parfois, on fait des grèves reconductibles de 1 mois ou 2 et qu'on sait ce que ça veut dire de faire des sacrifices sur sa vie de famille. Et eux, ils ont aussi la question de l'exploitation à faire tourner. Mais je veux dire par là, il faut qu'ils tirent les bilans et qu'à un moment donné, ils remettent le couvert, mais qu'ils remettent le couvert non pas aux côtés de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs, mais aux côtés des travailleuses et travailleurs de ce pays qui ont les mêmes problèmes. Moi, j'aimerais ne pas acheter de la merde. Le problème, c'est que les produits de merde, c'est les produits les moins chers, ceux avec le plus de conservateurs, avec des pesticides, avec des colorants alimentaires et autres. Malheureusement, c'est ce qui est à portée de mon budget. Et que si tu discutes pas avec moi de ça, comment en fait toi le paysan tu peux améliorer un dernier mot sur la crise agricole? Parce que je suis passionné, je suis absolument d'accord avec Anas qui réinvente d'ailleurs ouvrier paysan et donc ça c'est vraiment magnifique. Bien sûr. Non mais ça c'est magnifique. Je veux dire par là que nous sommes à un point, il est même pas minuit moins le quart, il est presque minuit passé. Je le redis, nous devons travailler sur l'injustice alimentaire, nous devons travailler sur la démocratie alimentaire. Je vous rappelle que en Europe, la seule politique agricole commune, c'est la PAC, et qu'en Europe, aujourd'hui, il y a 20% d'Européens qui ne mangent pas à leur faim. Vous avez le taux, je regardais ça avant-hier, là, parce que je suis passionné par ces sujets, le taux d'obésité en Europe qui est en train d'exploser, le taux de carence nutritive, le taux de turbo-cancer est en train d'exploser. On fait n'importe quoi. On marche, pour avoir un bénéfice immédiat, on fait n'importe quoi. Je pense que nous devons réinstaurer de la justice alimentaire en France, mais en Europe, c'est même pas la justice alimentaire, pouvoir manger à sa faim. Oui, bien sûr, ça c'est le premier point. Mais pouvoir manger bien à sa faim, pouvoir manger juste à sa faim. Mais pour ça, il faut changer absolument toute la façon de fonctionner. Alors, et ça, personne ne veut, parce que Macron, Van der Leyen, même Mélanie, regardez l'expérience de l'extrême droite en Italie, même Mélanie, même les Allemands, la social-démocratie allemande qui est extrêmement évidemment décevante sur beaucoup de questions et naturellement là-dessus, eh bien, leur dogme, c'est toujours le même, productivisme, une forme de darwinisme social qui fait que les plus forts s'en sortent et puis les plus petits crèvent parce que qu'est-ce que tu veux, Coco, c'est comme ça, c'est la loi du marché. Eh ben non, c'est pas comme ça. Et ça, je regrette que les paysans soient rentrés dans leur ferme, je le comprends.
mais je le regrette vraiment. Et je pense que ce n'est que le début. Nous allons vivre des crises en permanence comme ça. Les paysans, les ouvriers, parce que ça n'est pas possible. Je le redis, nous sommes dans un moment crucial de démocratie alimentaire. Ce n'est même plus la question que les gens mangent à leur faim, c'est le premier point, mais qu'ils mangent tous bien à leur faim. Nous allons au-devant de catastrophes sanitaires, je le dis, de catastrophes de maladies, de catastrophes, comment dirais-je, de maladies cardiovasculaires à cause de l'obésité. Je plaisante pas. Les chiffres sont terribles. Tout est lié. Comment? Alors, on travaille en silo. Écoutez, allez-y, travaillez en silo. Laissez faire des milliards de profits à Avril, Muliez, laissez faire les exploitations de soja qui foutent en l'air l'Amazonie. Mais allez-y, mais allons-y également. Vous allez voir comment on va terminer. Et on a vu que la Confédération paysanne, qui est du coup le syndicat le plus à gauche dans le mouvement agricole, on a vu que dès qu'il y a un peu des revendications qui commencent à tisser à vouloir faire des passerelles avec le mouvement ouvrier, avec la question des salaires, de l'inflation, etc. On a vu que là, il n'y avait plus d'histoire de faut pas envoyer les CRS pour les gens qui souffrent. Là, on leur envoie. Donc comme quoi, en fait, tout aussi parce que le CONF, elle a fait des opérations communes. Le fait d'avoir retenu la matraque, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ils avaient aussi un intérêt, le macronisme, je veux dire, d'avancer dans des revendications qui participent à fragiliser le système climatique, etc., et à participer à ça, parce qu'à un moment donné, c'est plus facile de dire, regardez, il y avait quand même une crise agricole, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est ça leur discours, c'est qu'aujourd'hui, la crise climatique attendra, quoi. Enfin, moi, je trouve c'est assez incroyable quand on voit ce qui se passe au Chili aujourd'hui, ce qui se passe du côté de la Catalogne, où je veux dire, on est au mois de février, il y a un niveau de sécheresse en Catalogne qui est assez... Chez moi, mon cher Anas, tu sais, chez moi, dans les Hautes-Pyrénées, 26 degrés au pied des montagnes, chez ma mère, 26 degrés avant-hier. Et que ça, à un moment donné, ça rattrape les gens déjà aujourd'hui, ça va les rattraper encore plus demain. Donc j'espère que les paysans, de toute façon, on l'a dit, je veux dire, ils feront le bilan dans 2, 3, 4, 5 mois, qu'il n'y a pas un centime de plus. Le seul chiffre qu'ils ont annoncé, c'est 150 millions d'euros. Je veux dire, il y a 150 000... La transmission des exploitations, ils exonèrent au-delà, au-dessus, vers 1 million d'euros. Mais je veux dire, en termes de revenus, enfin voilà, mis à part les 150 millions d'aides, ça fait, je veux dire, 150 000 éleveurs bovins, ça fait 1000 balles. 1000 balles par tête à l'année. Enfin, et le bio, n'en parlons même pas. Alors, on a beaucoup parlé donc de 2 poids 2 mesures en évoquant la mansuétude du gouvernement pour les agriculteurs en colère, mais pas tous les agriculteurs en colère, pas la Confédération paysanne. En 1 minute, évoquons la manière qu'il aura de gérer la grève des profs qui sera, elle, observée attentivement, parce que si on n'envoie pas les CRS sur les gens qui souffrent, peut-être que cette fois-ci, ils n'enverront pas les CRS sur les enseignants. Bon, on verra ce qu'ils font avec les profs. En tout cas, on voit toute la supercherie d'Attal, si vous voulez. Je suis fatigué de cette légende urbaine qu'on est en train de construire médiatiquement sur Gabriel Attal, de la même manière qu'on a construit la légende urbaine sur Emmanuel Macron. Tout le monde s'est pâmé sur la disposition de l'abaya. C'est une honte, en fait. C'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que nous expliquer qu'il a un bilan à l'éducation nationale, il n'y a pas de bilan de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Il y a 0 plus 0, la tête à Toto. Mais un bilan médiatique, l'abaya, on s'en fout, ça concernait quoi, 300 personnes ou 1000? Qu'est-ce que ça peut fiche? Est-ce que vous avez un prof qui est remplacé pour chaque classe? La vérité est non. Est-ce que les profs sont heureux? La vérité est non. Il y a eu une grosse mobilisation, quand même, la semaine dernière, sur la première grève. On va voir demain. Anas. Oui, moi je trouve que c'est formidable. Je soutiens l'ensemble du personnel de l'éducation nationale, parce que c'est pas que des profs, il y a aussi des AESH, des AED, etc. On parle souvent, après c'est un défaut de langage qu'on a toutes et tous. On dit prof, mais il y a une crise qui est profonde. Moi je vois par exemple une des écoles de mon gamin, le DIRLO n'avait jamais fait grève, que ça soit à la retraite ou que ça soit bien avant. Et là il a fait grève, et la seule fois où il avait fait grève, c'était au moment du décès de Christine Renon, où il y avait la directrice de Pantin qui s'était suicidée sous Blanquer. C'était les seuls moments. Donc c'est dire le niveau de crise et l'impact aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec ce qui se passe autour de Oudéa Castéra, et que ça montre toute la fragilité. Moi je trouve très intéressant, je veux dire, en tant que militant, j'analyse et je regarde aussi la situation, et je trouve que c'est très intéressant que ça montre aussi toutes les fragilités, c'est-à-dire qu'ils sortent d'une crise pour rentrer dans une nouvelle, etc., et qu'à un moment donné il va falloir aussi que nous,
nous puissions tirer les conclusions de qu'est-ce qui nous manque aussi. Et je pense que notamment le personnel de l'éducation nationale doit voir que les attaques et le discours qu'ils vivent, c'est en réalité un discours qui veut être généralisé vis-à-vis de tous les secteurs de la société, en tout cas les secteurs populaires. Tout à l'heure, on parlait notamment de Rachida Dati, et je suis d'accord là-dessus sur le fait de mettre au pas aussi ce secteur-là. En fait, qui est attaqué, à tout niveau, dans les transports, il y a les Jeux Olympiques, on veut absolument commencer à réfléchir à peut-être l'interdiction des grèves pendant les vacances, pendant les JO, etc. Et puis on sait, on interdit demain et ça reste, c'est maintenu pour la suite, leur fameuse grève à l'italienne dont ils rêvent, c'est-à-dire grève quand ça dérange pas. Donc je pense qu'il faut commencer à avoir les problèmes que soulève aujourd'hui ce personnel de l'éducation nationale et comment le généraliser et comment faire en sorte que ça commence à partir dans d'autres secteurs, notamment nous les cheminots. Il y a une grève chez les contrôleurs qui a annoncé le week-end du 17 et il y a une grève chez les aiguilleurs de train qui a annoncé entre le 22 et 24 février prochain. Donc il va falloir voir si ça commence à se réveiller à tous les étages et qu'on commence vraiment à essayer de pousser, parce que vraiment ce gouvernement-là, il mérite, quoi. Moi, je n'en démords pas depuis la fin du mouvement de la réforme des retraites. Toutes les attaques, le discours, le mépris de classe, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils attaquent parfois des petites choses chez les plus faibles. Moi, tout ce discours contre les migrants et contre les précaires, les chômeurs, RSA, etc. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir commencer à voir tout ça et faire bloc et pas retourner dans un truc de chacun, il sort tour à tour et on se fait éclater tour à tour, moi, etc. Je suis d'accord avec ce que tu dis en une seconde, Théo. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. La réalité, si tu veux, c'est que il ne faut pas décourager Boulogne-Billancourt, mais que Boulogne-Billancourt est découragé, parce que quand tu mets autant de moyens, quand tu es autant uni, quand tu as une telle union syndicale pendant des mois, c'était historique sur la réforme des retraites, et que, comme disait Bergeron, le gouvernement te donne même pas du grain à moudre, si tu veux, c'est même pas te faire l'aumône. Si tu veux, il y a un moment donné, moi je comprends, je me mets du point de vue des salariés, je comprends aussi le découragement, c'est-à-dire que tu te dis qu'est-ce qui peut les faire bouger. Au fond, la seule chose qui les a fait bouger, c'est quand les Black Blocs ont cassé l'Arc de Triomphe et que tu te le 1er décembre 2018 et que tu te dis tu veux pas en arriver là. Les gens sont quand même assez raisonnables, ils sont pas bien sûr les Français sont révolutionnaires, mais il y a une limite qui passeront pas. Ils ont été extrêmement déterminés, ils ont été extrêmement courageux sur la réforme des retraites et regarde le résultat. Le combat que je mène contre la bureaucratie syndicale, parce que pour moi le bilan, le responsable, il est là aussi. Bien sûr, il y a des difficultés, il y a des parties de la classe ouvrière qui ont plus de mal à pouvoir se mobiliser parce qu'il y a des contrats d'intérim et autres. Mais même je toi, pense qu'on tu avait une journée de salaire, c'est compliqué quand même. Oui, mais on a fait des sacrifices et je pense que jamais, en tout cas pour tous les mouvements que je fais depuis 10 ans, jamais j'ai senti autant la possibilité de pouvoir faire reculer le gouvernement. Je veux dire, il y avait un alignement de planètes qui était incroyable. Des secteurs du mouvement ouvrier qui n'avaient jamais fait grève ensemble et qu'au final, on nous a fait encore les journées perlées. Enfin, quand vous mettez bout à bout, c'est 14 journées. Je pense que si on avait fait une grève reconductible, pas de 14 jours, mais ne serait-ce que d'une semaine, déjà, on aurait changé. Alors, on va arriver au dernier sujet. Bilan, on va arriver au dernier sujet. Françoise, c'est amer. tu voulais évoquer de manière spécifique l'irrésistible ascension de Donald Trump, alors que les primaires républicaines sont déjà bien engagées et que lui il bénéficie effectivement d'un alignement de planètes. Alignement incroyable. Après, moi, je le redis, c'est de la démocratie. Donc, elle se découpe pas en morceaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les Américains sont capables de le porter aussi haut dans les sondages, Trump, quand il a gagné, il a perdu le vote populaire par rapport à Hillary Clinton, par exemple. Il l'a perdu de 2 millions de voix. Mais bon, le système américain fait que c'est les grands électeurs qui t'élisent. Donc, mais là, on sent bien que même le vote populaire, il est en train de partir sur lui. Alors, j'entends bien la difficulté de Biden à rassembler son propre camp. J'entends bien aussi l'encouragement, la détermination de la jeunesse sur plein de sujets, pas simplement Israël, Proche-Orient, mais sur la revendication des droits, etc. Moi, j'entends tout ça. J'entends bien la division probablement de la gauche. Après,
ce que je sais aussi de la gauche américaine, c'est que contrairement à la gauche française, il y a un moment donné, elle arrête d'être bête et qu'à un moment donné, elle fait ce qu'on a tous fait en 2022 sur Mélenchon. Elle fait du vote utile. Donc, je peux pas imaginer qu'à un moment donné, la gauche se ressoude pas dans la dernière ligne droite avec le retour de Trump. Mais c'est effarant ce qui est en train de se passer. Il devance Biden de 7 à 10 points dans certains sondages. C'est-à-dire qu'on a même le sentiment que l'élection est pliée. On a le sentiment surtout que Biden... Bon, les sondages ne sont que des sondages. Non, mais là, les sondages, ils disent... mais Biden est vieux. Non, mais c'est pas le problème qu'il est vieux. Bah, quand même, il fait pas rêver. Non, mais est-ce que Trump fait rêver? Il est aussi âgé que lui. Il fait rêver les personnes. Non, mais on a un drame de mobilisation. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Quand la gauche se démobilise un peu et que la droite radicale, voire l'extrême droite, je sais pas si vous voyez le discours de Donald Trump sur les Mexicains, quand vous voyez le discours de Donald Trump, la première chose que je fais, c'est je nettoie l'état profond et je me venge de... Non, mais sérieusement. Et cet homme-là, Donald Trump, qui a quasiment putché, c'est quasiment un putsch, le Capitole. Ça échoue parce que le vice-président résiste vachement bien. Mais si le vice-président résiste pas, on assiste à un véritable putsch de Donald Trump au Capitole. Cet homme-là, cette démocratie américaine avec cette gauche qui se fracture et qui se donc s'y démobilise, et la droite radicale, QAnon, les délires de QAnon, je sais pas, Anna, si tu regardes, mais même moi, ça me brûle les yeux de regarder les théories de QAnon. Toute cette Amérique-là qui se met en mouvement, c'est tout simplement, je vous le dis, effrayant. Pour moi, c'est effrayant. Anas, pourquoi, alors que Joe Biden finalement marchait aux côtés des syndicalistes comme toi, il a quand même travaillé pour que les droits syndicaux soient respectés, en dépit du fait que l'âge de ses artères ne joue pas en sa faveur et que sa politique étrangère, notamment sur Israël-Palestine, soit en dessous de tout, on va dire. Pourquoi Trump quand même? Non, mais moi déjà, je trouve que c'est... tout à l'heure, on parlait de catastrophe pour les petits paysans. Moi, je trouve que c'est une catastrophe aussi pour les classes populaires américaines. C'est-à-dire qu'au final, quel est leur avenir? Ils sont cantonnés entre Biden, la peste et le choléra. Pour moi, pour toi, Biden, Trump, c'est la peste et le choléra. Oui, mais pour moi, déjà, tout le discours, il a été plus habile autour du discours sur le dialogue social. Mais par exemple, il a totalement éteint le grand mouvement qui devait démarrer au niveau du fret ferroviaire aux États-Unis, qui n'a rien à voir, je veux dire, le fret ferroviaire. Biden est plus pro-syndicat que Macron, par exemple. Ah oui, bien sûr, oui, c'est un meilleur négociateur. C'est différent, c'est que je pense qu'il y a aussi des logiques et des logiciels qui sont différents. La réalité, c'est que pour les travailleuses et travailleurs aux États-Unis, il a fallu des combats aussi. On a vu les combats dans la métallurgie chez les 3 gros producteurs automobiles. On a vu aussi l'émergence on appelle la génération U pour tous les syndicats qui sont créés aujourd'hui dans Amazon, Starbucks, etc., de toute une nouvelle génération qui est en train de se politiser, se syndiquer, etc. Mais que la réalité, c'est au travers de la lutte et qu'en fait, ces luttes n'ont pas été... Mais pour moi, Biden, il montre aussi d'une certaine manière, et l'arrivée de Donald Trump, qu'en réalité, toutes les trahisons systématiquement des classes populaires, elles se payent cash. C'est-à-dire que vous ayez Biden ou que vous ayez Dilma Rousseff au Brésil avant Bolsonaro, que vous ayez le péronisme argentin qui a voté la loi Omnibus avec Javier Milei, les péronistes, qui est soi-disant la gauche ou le socialisme là-bas en Argentine, a voté aujourd'hui pour la loi Omnibus argentine. Oui, on rappelle, c'est la destruction de la vie politique. Il n'y a plus de financement des partis politiques, plus de financement des syndicats. C'est la dérégulation totale, c'est un programme ultra-libéral où il faut savoir qu'il y a une inflation déjà aujourd'hui en Argentine, que l'abonnement de transport, c'est quasiment la moitié d'un salaire argentin. Pour que les gens se rendent compte, les gens n'arrivent même plus à acheter le pain. Le pain, le prix d'une baguette de pain est ultra. Et aujourd'hui, on a c'est tellement dérégulé. Pardon, Anna, cet exemple est délirant. C'est tellement dérégulé qu'un propriétaire peut mettre fin maintenant à votre bail quand il veut et vous réaugmentez de 400 à 600%. Tu as des appartements aujourd'hui à Buenos Aires de la classe moyenne qui prennent 600% d'augmentation de loyer. C'est impossible. Et des gens, parmi ceux qui ont voté par exemple pour Javier Milei, des gens qui avaient voté par opposition, au final sont en train de se dire pour qui j'ai voté aujourd'hui. Donc je veux dire par là que si Trump est là et remonte malgré le Capitole, malgré tout ça,
le premier responsable, il est aussi Biden. Et que pour moi, pourquoi je dis que c'est la peste et le choléra, tu as parlé notamment de la gestion de ce qui est en train de se passer du côté de la Palestine. Je veux dire, Biden est en train de préparer 17,5 milliards d'aide à Israël, notamment avec 4 milliards pour aider et participer, pour moi, à un génocide, c'est-à-dire au réarmement d'une armée qui a déjà rasé la bande de Gaza. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un bâtiment qui tient debout. Et ils vont donner de l'argent alors qu'il sait très bien qu'il est ultra minoritaire dans les sondages. Je veux dire, le secteur qui a joué un rôle déterminant dans l'élection de Biden il y a 4 ans, c'est la jeunesse, d'accord, qui a permis à Biden de pouvoir s'en sortir. Au final, aujourd'hui, on voit que tous les secteurs qui ont fait l'élection de Biden, notamment après la mort de George Floyd, les mobilisations immenses, etc., aujourd'hui, il y a encore des Noirs américains qui se font tuer par la police aux États-Unis. Il y a un taux d'incarcération, la fameuse loi des 3 coups, la fameuse loi des 3 coups que systématiquement ils expliquent qu'ils vont les 3 coups, c'est sur la récidive en fait. Quand vous avez 3 peines récidives ou c'est prison à vie, peu importe le niveau. Et tout ça en fait, ce secteur-là, les démocrates le laissent. Et la dernière chose, c'est d'un point de vue géopolitique. Je veux dire que ça soit Trump, Biden ou avant Obama, la politique des États-Unis, elle est l'affrontement avec la Chine. Pareil que le positionnement géopolitique qu'ils ont vis-à-vis de l'Ukraine, entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est simplement pour pouvoir isoler la Chine. Ils l'ont expliqué clairement. L'objectif des États-Unis depuis presque 15 ans maintenant, c'est l'affrontement avec la Chine, c'est sur l'hégémonie mondiale, sur qui va dominer demain. Aujourd'hui, c'est encore les États-Unis qui sont hégémoniques à l'échelle mondiale, même s'il y a beaucoup plus de fragilité. Mais au final, pour moi, quand je dis c'est la peste et le choléra, c'est qu'il y a une continuité, d'accord ? Alors, ok, on met pas la même, il n'y a pas la même phraséologie, il n'y a pas la même radicalité qui peut s'exprimer. Après, bien sûr, Trump, il était à fond aussi sur tous les secteurs dont tu as parlé, suprémacistes blancs, etc., les QAnon, le complotisme. Oui, ce qui n'est pas le cas de Biden, mais c'est pas. Je suis d'accord. George Floyd, il est remarquable. C'est pas la même chose, mais d'un point de vue utilité, de résultat, pour ceux qui font les élections et qui permettent aux gens d'arriver à un moment donné au pouvoir, il n'y a aucun bénéfice. Et je pense qu'il va y avoir une abstention record très certainement aux États-Unis. 30 secondes, Françoise, si c'est possible. Oui, je crois, moi, dans le réflexe de la capacité des Américains à réagir, et j'y crois moins que les Français en réalité, parce que pour avoir couvert plusieurs campagnes aux États-Unis, notamment celle d'Obama, les Américains sont des sentimentaux. Et ils ont une forme de maturité et d'immaturité qui nous dépasse, nous les Français, qui dépasse même les Italiens. Les peuples européens sont des vieux peuples politiques, vous comprenez ce que je veux dire, et qui fonctionnent sur de l'idéologie, sur du combat idéologique. On peut ne pas être d'accord, mais on peut, vous voyez, on n'est pas du tout là-dedans. Dans la politique américaine, il y a quelque chose presque un peu d'enfantin, il y a presque quelque chose d'ultra communicant. Et puis voilà, il y a aussi les gens qui financent. Donc plaquer ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui se passe en Europe, c'est un peu différent, mais j'espère qu'il y aura ce ressort. Je crois quand même que la gauche américaine, avec Alexia Ocasio-Cortez, sont capables, avec Bernie Sanders, qui passera tous les messages, parce qu'il a encore de l'impact, eh bien, sont capables quand même de remobiliser. Le danger, c'est la démobilisation de la gauche et de la surmobilisation des partisans de Trump, et même de ceux qui ne le sont pas. Et je rejoins Anas sur le duel mortifère qui, depuis 15 ans, même 20 ans, nous tue tous collectivement, c'est Chine-Amérique. Et Chine-Amérique qui se fait bien sûr sans l'Europe. Et là, on voit aussi, attention, la capacité que nous allons avoir ou pas à faire de l'Europe quelque chose d'extrêmement novateur. C'est 500 millions, les Européens, c'est un marché immense. C'est 500 millions de citoyens, c'est 27 nations. Qu'est-ce qu'on fait nous aussi par rapport à ce géant ces deux géants qui veulent nous enjamber? C'est sûr que merci on est micro bien. Merci pardon. Anas, merci à vous d'avoir regardé cette édition de Sans langue de bois. Restez sur le canal 350 de la Freebox. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et mettez des petits pouces en l'air. Votre média ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, donnez-nous en allant sur lemediatv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis à plus.